Bonjour et bienvenue dans Interview, une émission qui va à la rencontre de différents profils, des hommes, des femmes, avec des parcours, des histoires différentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en ce mois sacré du Ramadan, Dalila Bendoubaba, qui est praticienne en hypnose. Et aujourd'hui, elle va nous parler justement de quelque chose qu'on n'a pas trop entendu parler, une approche philosophique de la neurodiversité et surtout des neuroatypiques. Bonjour Dalila, comment allez-vous ? Très bien, merci. Je vous remercie dans un premier temps, Madame Djeridi, de m'avoir invitée à votre émission et justement de parler de moi, de mon histoire et de porter votre regard sur les 10. Justement, les dyslexiques, où je suis dyslexique. Ouais. Et nous sommes connus lorsque vous étiez présidente de Inaya Sans Frontières. Et j'ai accepté votre invitation parce que justement, je connais vos valeurs humanistes. Parce que je suis régie juste par les valeurs et les valeurs humanistes me touchent. Et je sais que nous partageons les mêmes valeurs, donc je suis venue parce que je vous fais confiance. Parlez-nous justement, Dalila, de votre parcours qui vous a amené à devenir praticienne en hypnose. Praticienne en hypnose, c'est parce qu'en fait, concrètement, c'est peut-être un parcours qui commence depuis que je suis née, on va être franc, depuis que je suis née, parce que quand on est dyslexique, on vit avec cette particularité de voir le monde différent. Oui, c'est vrai. Et en fait, après, on doit le cacher. Parce que, on a peur du regard des autres. Hein. Du rejet. On a surtout peur du rejet. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, quand on montre notre dyslexie, justement, j'ai beaucoup de mal à dire je suis dyslexique. Donc je préfère dire aujourd'hui, je suis magique. Fantastique. Chimique. Quantique. Ça, c'est important. Électrique aussi, parfois. Ouais. C'est plus facile parce que déjà, rien que ce mot... Pour le dire, il est compliqué. C'est difficile, oui, bien sûr. Et j'ai aimé le terme, vous êtes des 10. Ouais. Parce que le 10, c'est parlant. Ça, voilà un dyslexique, comment il raisonne. Il va dire, ah, 10, 10. Le numéro 10, football, Zinedine Zidane, celui qui a fait rayonner la France. Il a une façon justement de faire des jonctions neuronales, il assemble des choses. On ne comprend pas sa logique, mais pourtant c'est tellement logique, scientifique, que... Je suis heureuse aujourd'hui qu'en 2023, on se penche vraiment sur les 10. Et on a donné beaucoup de termes sur les 10, les TDAH, les autistes Asperger, des termes vraiment très... que les 10 ne peuvent pas prononcer. Assimiler, comprendre, non. C'est difficile. Ah ouais, ils n'aiment pas ça en fait. Ils n'aiment pas qu'on les mette dans des cases. Non, parce que justement, un 10 n'est pas dans une case. Parce qu'en fait, lui, il voit le monde avec plusieurs filtres superposés, ensemble, en même temps. Donc en fait, pour s'adapter, il en enlève un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour faire plaisir à l'autre. Mais le 10, à un moment, il dit, mais qui me fait plaisir à moi? Ouais. En fait, il donne tout. Il ne sait pas le juste milieu. Non, il donne tout. Il donne tout, il est dans les extrêmes. Il se retrouve parfois dans les extrêmes parce qu'il a une activité neuronale qui s'agite quand justement il ne se sent pas compris, il se sent pas entendu, pas écouté. Il a compris au fil des années que c'est compliqué de comprendre un 10 parce que justement, il y a une superposition. Mais des fois, il ne peut plus s'adapter. Il y a un problème de communication, de réseau, c'est pas le même. Oui, c'est différents canaux en fait parce qu'il a beaucoup d'imagination, il est intuitif. Et justement, ce qui est magique, c'est que le 10 comprend parfaitement les scientifiques 10 comme Albert Einstein, même Ericsson, même Marie Curie. En fait, ils parlent le même langage. Et en fait, ce qu'on a appris qui est beau, c'est qu'un 10 n'a pas besoin de parler la même langue, que ce soit anglais, français, allemand, arabe, hébreu, peu importe, ou berbère, peu importe, ils se comprennent. Par le regard. Je ne sais pas comment l'expliquer. Les 10 le savent. En fait, ils n'ont pas besoin de parler, ils savent. Voilà. Entre eux, ils se comprennent. Ils ont une façon de communiquer atypique. Vraiment atypique. Ils se comprennent, ils comprennent le conceptuel. Et en fait, ils passent leur vie à matérialiser le conceptuel par de la logique pour que justement le raisonnement soit compris rationnellement. Parce qu'ils sont à la fois, pas tous, hein, parce que chaque dyslexique est différent, ils sont à la fois émotionnels, ils sont à la fois rationnels, ils sont intuitifs de nature, pas tous peut-être, hein, je ne sais pas, mais ils essayent justement de concrétiser leurs idées de tout temps. Donc quand ils ont une personne en face, bienveillante, qui fait l'effort de les approcher, de les comprendre, de les découvrir, là, vous avez fait le 10, ça y est, il se met à nu.
Ouais. Il montre sa fragilité. Il montre sa fragilité et il est heureux de montrer sa fragilité. C'est ça, il aime ça en fait. Parce qu'il n'y a plus la barrière, il n'y a plus le blocage, il n'y a plus je me protège, je me mets à nu et je donne tout. Ben parce qu'on se moque du 10. Oui. Parce que le 10 a un humour atypique, il a une façon de réflexion atypique. Un 10 peut par exemple là d'un coup se lever parce que y a un mot que vous avez dit qui lui a ramené un souvenir, à une mémoire, je ne sais pas. Et en fait ça lui ramène à une histoire, il se déconnecte de vous, il rentre en lui en fait, ou vers l'environnement, et en fait il vit dans sa bulle, dans son imaginaire. Mais c'est pas imaginaire pour lui, parce qu'après il va le concrétiser. Il va concrétiser. C'est ça. Il va concrétiser. En fait, c'est aussi un très grand créatif. La créativité, c'est son essence. C'est ça. C'est son essence. C'est son essence. Et le 10, en fait, comment dire, il vit, il expérimente. Et quand il n'a plus d'énergie, il s'effondre. Il s'effondre. Et quand il s'effondre, c'est très spectaculaire. C'est voire atomique. Ça peut être une crise émotionnelle, une crise rationnelle. Et lui, il ne le voit pas, en fait. Et c'est là où il voit que la personne, elle a peur de lui. Mais il ne va rien faire. C'est ça. Il s'exprime. En fait, ça peut être impulsif, explosif. Oui, mais c'est dû à un 10, comment dire, il ne va pas faire de mal. Non, il ne va pas d'un coup exploser. C'est une accumulation. Des fois, parfois, je ne sais pas, de plusieurs années. Et il suffit, tac, l'élément déclencheur qui va dire « Stop, je veux plus, je peux plus, au secours ». Quand un 10 explose, c'est un appel au secours. Oui, c'est ça. Mais parfois, il est mal compris. Et quand il explose, on peut lui dire, oui, il n'est pas normal. Il faut qu'il aille se faire soigner. Il faut qu'il aille voir le psy. Alors, le 10, sachez-le, il n'y a pas plus 5 un 10. Parce qu'il a vu des neurologues, il a vu des psychologues, il a vu des endocrinologues, il a vu tous les corps de métier, des psychiatres, il a tout vu. Et en fait, c'est là où il ne comprend pas. Il se dit comment des personnes rationnelles comme lui le comprennent et lui disent tous, pourtant, dans différentes périodes de vie, mais Madame Ndouba, ou Dalila quand on est petit, mais Dalila, vous êtes juste originale. Voilà comment on vous décrit. Et là, le 10 se dit, mais en fait, je suis pas compris par la majorité. Donc en fait, il recherche toujours l'excellence. Il dit, l'excellence, le bienveillant, lui va me comprendre. Je vais me rapprocher de lui, il va me protéger et il va faire comprendre à la majorité que je suis juste originale. C'est ça. Et qu'en fait, ce sont des êtres extraordinaires. Et au lieu de vous voir comme des personnes avec des handicaps, au contraire, cet handicap-là, c'est la société actuelle qui appelle le mot handicap. Mais en réalité, c'est un don de soi, un don d'être merveilleux et exceptionnel. En fait, on ne choisit pas d'être dyslexique, ça nous est plus ou moins imposé. Et ce qui est beau dans la dyslexie et ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit plusieurs angles de vue, plusieurs perceptions, plusieurs suggestions, plusieurs interprétations. Et en fait, le dyslexique aime les offrir, aime les donner à celui qui veut les recevoir, parce que lui, en fait, quand il a ce stylo, il le voit sous tous ses angles, tac, 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 tac. Son cerveau voit tous les angles. Et parfois, ça peut être erroné, parce qu'il y a un élément où il se focalise dessus et il ne voit plus, parce qu'il se focalise. Il est dans la concentration intense. Et c'est bien de lui dire, oui, tu as peut-être raison, je ne sais pas, mais regarde aussi de l'autre côté. Et le dyslexique, il adore le dyslexique. Quand on lui dit, attends, je vais t'améliorer, te sublimer, te transformer pour que justement ton activité neuronale, elle va danser avec toi. Je vais t'offrir un bal, tranquillement, sereinement. Danse, tu es fait pour danser, tu es fait pour chanter, neuronalement. Mais je vais t'accompagner, tu as besoin d'être canalisé, juste, avec bienveillance et douceur. Et là, le dyslexique, quand il rencontre ce genre de personnes, il a le droit d'être dyslexique, il a le droit d'être un 10. C'est ça. Mais comment justement agir au niveau de l'inclusion des neuroatypiques dans la société, dans la vie privée, familiale, associative, professionnelle? Le 10, je ne sais pas, il rencontre toujours dans son parcours une personne, que ce soit dans sa famille, qui le comprenne, que ce soit à l'école, qui le comprenne, dans le monde professionnel, qui le comprenne. C'est vrai, il passe par des étapes difficiles, mais toujours. Pourquoi? Je ne sais pas.
il rencontre la personne qui le comprend, l'entreprise qui le comprend, l'association qui le comprend, les amis qui le comprennent. C'est vrai qu'il a du mal à les rencontrer, Ouais. mais il les rencontre. Mais Et le 10 est très patient. Mais il se sent souvent seul. Il est seul, mais il aime être seul aussi. Parce qu'il est dans son monde imaginaire. C'est pas imaginaire, pour lui, il se concentre sur l'interprétation du monde parce qu'il veut comprendre. Le 10 veut comprendre. Et est-ce qu'il doit comprendre? Après, il se rend compte que, est-ce qu'il doit tout comprendre? Je ne sais pas. Et il se pose la question, est-ce que justement, je ne dois pas aujourd'hui juste ressentir? Ouais. Juste être. Juste être. Je suis pas, je sais pas. Je ressens. La seule chose que je sais, c'est que je ressens. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ressentir les émotions sans pour autant les comprendre, juste les assimiler et savoir si cette émotion me fait du bien ou du mal. Cette personne me fait du bien ou du mal. Cette personne m'apporte ou non. Justement, quand il était enfant, il était comme ça. Parce qu'il était naturel. Ouais. Il n'avait pas de filtre. Mais c'est au fur et à mesure. Un 10 rencontre la difficulté, rencontre le rejet à 3 ans. Quand il est face à un professeur qui justement ne comprend pas et que justement pour se faire aimer par le professeur et pas rejeter, il s'adapte au professeur et son émotion, si c'est celle-ci qui est développée, il dit « Ah, c'est un handicap, l'émotion. Parce que quand j'ai pris mon émotion, on ne veut pas. On veut que ma rationalité, je vous offre que ma rationalité. Juste, ne me faites pas de mal, ne me rejetez pas. » Mais ils sont beaucoup rejetés aussi, parce que lorsqu'ils laissent extérioriser leur spécificité, ce qu'ils sont, leur joie de vie, en même temps, ce sont des volcans émotionnels aussi, parce que eux, c'est pas, en fait, ils ne jouent pas, ils ne sont pas hypocrites, ils sont comme ça. Et en fait, ils se rendent compte, parfois, surtout quand ils grandissent, je pense, ils se rendent compte que, ils se disent, mais pourquoi je suis pas aimée, pourquoi je suis critiquée, pourquoi je suis rejetée, alors qu'en réalité, lorsqu'il prend la place, il se met à la place de l'autre, c'est là où il voit des choses. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Le 10 se met tout le temps à la place de l'autre, pour le comprendre justement. Il a besoin de l'analyser pour justement s'ajuster avec lui, parce qu'il sait qu'il va avoir peur de lui. Et justement, le 10 est dans cet altruisme qui est mal perçu. On croit qu'il est calculateur, on croit qu'il est hypocrite, alors qu'il est d'une sincérité. Tout ce que vous dit un 10 est vrai. Sa vie est une aventure. Il peut se lever le matin, être à Washington et revenir passer par Tokyo et venir ici à RTV. Oui, c'est la vie du 10. C'est ça. C'est une grande aventure, en fait, la vie. Hein. Et c'est vrai que là, c'est le mois sacré du Ramadan et c'est important, justement, de pouvoir faire des émissions comme ça parce que c'est un mois de spiritualité, c'est un mois de savoir, c'est un mois d'approfondissement, de reconnexion à soi, à l'être et non le paraître. Et là, le fait de pouvoir avoir un autre regard sur les neuroatypiques, eh bien, ceux qui nous regardent, il y en a plein des neuroatypiques, mais qui ont un tel mal-être, une telle souffrance, parce qu'ils ont l'impression d'être différents de ce monde. En fait, tout le monde est différent de tout le monde. Le 10, il a compris depuis longtemps. Le 10, il a compris que la diversité, c'est le succès. Le 10, il a compris que le brassage culturel amène le brassage génétique, amène la neurodiversité. Le 10, il a compris depuis des années et il attend qu'il y a un chercheur qui est quelqu'un qui, comme lui, 10, qui lui se retrouve dans la position à être le révélateur justement d'une vérité. Une vérité absolue, je ne sais pas. Mais il le sait, et il passe sa vie à en débattre, à le dire en petit comité, en grand comité. Mais à chaque fois, on lui dit « tu es fou, tu es fou ». Ouais. Alors lui, il veut plus entendre ce mot « fou ». Aujourd'hui, non. Oui, je suis fou. J'aime ma folie. Oui. Mais la vie, c'est pas une folie aussi? Bien sûr. Je ne sais pas. La vie, c'est plein rempli d'expériences. Et puis aussi, il est idéaliste. Il veut réformer le monde. Il veut transformer, changer, réformer pour un monde meilleur. Lui, il part du postulat, il y a eu une erreur quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On va éradiquer le processus qui a fait que l'homme a basculé et qui est rentré dans la haine. Il faut le ramener dans l'amour. Il est toujours... Pourquoi
vous me rejetez. Qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, c'est parce que je suis différent. Donc en fait, le fondement de la guerre, le fondement de la haine, le fondement du mépris, c'est la différence. Mais nous sommes tous différents. Et le 10 a compris que même entre soi et soi-même, il y a une guerre interne, une dualité. Ouais. Mais ça, il a compris enfant. Mais après, il a oublié parce qu'on lui a incité à rentrer dans le Titanic. Et le Titanic, il a coulé. Alors que le 10 avait dit, attention, attention, on va droit dans le mur. Et il le dira toujours. Ouais. C'est vrai. Après, le 10 est très... c'est un narrateur, c'est un conteur, c'est vrai. Yeah. C'est un comédien aussi. Il aime le théâtre. Il aime jouer plusieurs personnages aussi. Mais il a été obligé. Je me suis même posé la question, est-ce que c'est pas le 10 qui a inventé les cours de théâtre? Et si on revient à l'hypnose, ouais. Je me suis arrivée à dire, est-ce que le 10, en fait, il n'est pas compris? Parce qu'en fait, lui, quand il parle à l'inconscient d'autrui. C'est ça. Depuis toujours. Et les gens ne sont pas conscients que c'est l'inconscient qui gouverne le conscient. Et que le 10 passe à 90% de la personne et à 10%. Et c'est pour ça que c'est après des années qu'on dit « Ah ben tiens, telle personne que j'ai rencontrée, on ne l'oubliera jamais. » Parce que justement, elle vous a dit des choses qu'elle-même n'est pas consciente, c'est son langage. Des choses qui se sont arrivées, produites, peut-être 5 ans, 10 ans plus tard. Parce que le 10 parle, j'ai l'impression, et surtout quand... Justement, c'est ça qui m'a amené à la formation de hypnose, parce que en fait, j'ai vécu un deuil. Et c'était trop, comment dire? Trop dur. Ouais. Fallait se calmer. Ouais. Et c'est l'auto-hypnose qui essaie de comprendre. Et quand vous apprenez l'histoire de l'auto-hypnose, c'est un 10 qui l'a inventé. Après, à partir de là, il y en a eu plusieurs, l'hypnose humaniste, l'hypnose de spectacle, l'hypnose non-verbale. Mais à la base, c'est un 10. Donc en fait, il a traduit un moment de faiblesse, parce que le 10, c'est vrai, c'est quand il est dans la douleur, c'est quand il est effondré, que là, ting, la créativité surgit, parce qu'en fait, il lui reste que ça. Le monde concret ne lui convient pas. Ouais. Donc il rentre dans son subconscient, et c'est là où le 10 a fait l'hypnose. Donc en fait, l'hypnose, c'est le langage du 10 mis à disposition des typiques. C'est ça. Mais c'est une théorie, hein, je ne sais pas. Ouais. Mais en fait, on essaie de comprendre aussi, ce qui est intéressant dans tout ça, dans l'analyse des neuroatypiques, c'est que le neuroatypique va comprendre que le non-manifesté agit dans le manifesté pour pouvoir comprendre, justement, il comprend, hein, il a cette vision, il est détaché. Il a cette capacité de détachement qui l'amène à être spectateur et non acteur, et de comprendre que justement, en réalité, tout cela, tout cet ensemble d'humains ne font que un. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le 10. Quand vous dites justement manifester... là, vous avez fait justement quelque chose que le 10 a du mal. Vous pouvez répéter manifester, qui est manifesté? Non, le non manifesté. En fait, le 10 comprend qu'il est un canal du non manifesté pour agir sur le manifesté. Ça, le 10 a très bien compris ce que vous voulez dire, le concept. Voilà. Mais en fait, c'est juste la phrase qui demande de répéter, le manifester dans manifester, parce que ça, le 10, il a du mal à le jongler. Mais il a très bien compris ce que vous dites. Il pourrait vous écrire 4 encyclopédies pour vous prouver que vous avez raison. Et justement, il veut plus. Ça y est. Il a compris que, en fait, il faut laisser les choses. Peut-être que les gens, en fait, ce qu'ils ne supportent pas chez le 10, c'est que toujours il est là. Pourquoi? Mais lui, il dit pourquoi? Pour comprendre, pour s'adapter. Mais en fait, maintenant, il a compris. Il se dit, mais en fait, c'est inné. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, et c'est pour ça qu'à un moment donné, le 10 doit évoluer, le neuroatypique doit évoluer pour pouvoir ne plus rejeter ce monde, car il a sa place dans ce monde. Et c'est ça qui est important. C'est beau ce que vous venez de dire. C'est beau ce que vous venez de dire, parce que lui, il vit dans le rejet. Ben oui. Et c'est pour ça qu'un neuroatypique, en fonction de ses valeurs, ça, il faut être clair avec ça. Un neuroatypique se maîtrise et reste ferme par rapport à ses valeurs. Parce que si ses valeurs changent, le neuroatypique pourrait changer le monde. Parce que les personnes qui ont changé le monde, généralement, ce sont des neuroatypiques. Donc en fait, les valeurs pour le neuroatypique, c'est un empathique universel qui veut
impérativement que les valeurs soient une dominante et qu'à partir des valeurs, on ait des projets communs. On peut ne pas avoir des valeurs communes, mais qu'elles soient humanistes. Il restera dessus, il restera sur l'humanisme. Parce qu'au moins, l'humanisme, c'est tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. C'est ce qu'il veut, la joie, la bonne humeur. Et peu importe la façon d'être dans la joie et la bonne humeur, tant que personne n'est blessé, personne n'est rejeté. Tout le monde est groupé, tout en étant soi et distancé. Il aime ça. Il aime la distance aussi, il faut être clair. Bien sûr, bien sûr. Il aime être avec, mais il aime être... Il se distance même de lui-même. Bien sûr. C'est ce qui est paradoxal aussi chez lui, parce qu'en même temps, il aime la solitude et en même temps, il aime être utile pour l'humanité. C'est très paradoxal. Mais c'est lui, il est atypique. C'est un paradoxe à lui tout seul. C'est, comme j'aime à le dire, c'est la clarté dans l'obscurité. Ouais. C'est un oxymore, c'est un atypique. Après, j'avoue, celui qui comprend l'atypique, je me pose une question. Madame Djiridi, seriez-vous atypique? Hein? C'est quoi? Ça y est, ça va être à moi. En fait, je me vois beaucoup dans tout ça. Bien sûr, je pense qu'on a tous nos particularités. Le plus important, c'est d'en prendre conscience et de se dire qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce que réellement on utilise notre spécificité à servir notre humanité? Ou, ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'un atypique bascule malheureusement dans son obscurité, il peut être destructeur. Très destructeur, détruire le monde même. C'est pour ça que ça peut être très dangereux. Mais la plupart du temps, il reste dans la lumière, il essaye de rester dans la lumière. Même si à côté, la société actuelle, en fait, il est dans sa lumière et en même temps, la société actuelle le ramène vers ce... Vous avez parlé justement, en plus là, pendant le ramadan, vous avez parlé de combat intérieur. Djihad al-nafs, le vrai djihad, le grand djihad, c'est le grand combat face à ses propres parties obscures. Et constamment, nous sommes dans ça. Constamment. On peut dire, ah ça y est, je suis zen, je suis bien, aujourd'hui, super. Ben non. On va avoir une expérience de vie qu'on nous envoie. Ah oui, tu penses que tu as réussi à calmer ton émotionnel. Mais c'est ça, en fait, la vie est faite d'expériences. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est vrai, le neuroatypique a compris que la plus grande souffrance de l'être, déjà lui vis-à-vis de lui-même, c'est le rejet. Dès qu'un être, déjà si soi-même on se rejette, on tombe dans des dépressions. Je ne suis pas psychologue, diplômée, mais c'est par logique, c'est mathématique. Le neuroatypique peut devenir extrêmement logique. Si on se rejette, on a une souffrance. Et si on se rejette soi, qu'on ne s'accepte pas soi, on a une souffrance qu'on va diffuser. Et si on la diffuse, les émotions sont contagieuses, les raisonnements sont contagieux. Et en fait, le cercle, on va le contaminer. Merci beaucoup de finir ma phrase. Parce que des fois, et en fait, c'est le neuroatypique en arrivé à... S'il y a des problèmes dans tout, que ce soit dans une famille, que ce soit dans une association, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le monde, que ce soit entre voisins, c'est qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, il s'est senti rejeté. C'est ça. Et là, il a basculé dans l'obscurité et il veut prouver qu'il a raison d'être comme ça, parce que comme il est rejeté, il se défend. Donc en fait, on est tous responsables, tous. Parce que même le neuroatypique rejette autrui, parce qu'il dit « Pourquoi tu ne me comprends pas? Pourtant, j'ai tout fait pour que tu me comprennes. » Donc, du moment où on en a conscience, ça y est. Oui, on va dire la phrase « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? » Mais vraiment, si je t'ai fait quelque chose, dis-moi-le, je m'en excuse. Peut-être qu'on ne s'est pas compris tout simplement. Peut-être qu'on n'a pas eu le même langage. Peut-être que tu parles anglais, je parle allemand. Et que voilà, on va se coordonner. Mais discutons. Discutons. Même le silence peut être une très belle communication, mais pas partir avec justement des préjugés ou des dogmes, parce que c'est là où les problèmes commencent. Il suffit de fois de dire, mais en fait je te parle plus parce que quand je t'ai appelé 10 fois, tu m'as pas répondu. Oui, mais pendant 10 fois, tu sais où j'étais à ce moment-là? J'étais en train de m'occuper d'une personne qui était, mon téléphone était là. Et là la personne, ah d'accord, posons la question, pourquoi on se sépare? Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? Et ça, le neuroatypique, c'est vrai, il s'est rejeté lui-même, mais tout le monde a dû se rejeter. On ne va pas se focaliser sur le neuroatypique. Tout le monde a vécu cette expérience-là. Mais peut-être que lui, il le vit plus intensément parce qu'il le vit avec plusieurs filtres en même temps.
il s'est rejeté lui-même, il s'est senti rejeté par la société. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, maintenant, le neuroatypique, il dit, voilà, communicant. Je m'aime, j'ai ma place ici. J'ai ma place. Ouais. Et j'ai compris. Merci en tout cas, ça a passé tellement vite cette émission. Il y a tellement à dire. Et c'est un bonheur d'avoir cette discussion-là, surtout en ce mois sacré du Ramadan. Et pour ceux qui nous regardent, merci en tout cas d'avoir participé. Merci Dalila. Merci beaucoup. Et merci à tous, parce que ce qui est important, à travers cette discussion, à travers justement cette approche philosophique des neuroatypiques, vous allez comprendre que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier, et les enfants d'aujourd'hui sont pour la plupart des neuroatypiques. On essaye de les mettre dans des cases, mais non, en disant ils sont ceci, TDAH, autistes, Asperger et tout. Mais le plus important, ils sont merveilleux, ils sont extraordinaires. Et même si vous, en tant qu'adulte, vous êtes comme ça, n'oubliez pas, vous avez votre place dans cette société. Merci à vous, Sahaf Tourcom, et spiritualité, amour, bienveillance. À très bientôt, au revoir.